Bonjour, nous sommes au cimetière de Rodez. J'allais dire le dernier cimetière. L'ancien était autrefois au faubourg. Beaucoup d'anciens se souviennent jusqu'en 1962 de ce grand jardin tout près de l'église du Sacré-Cœur. Et puis c'est une longue histoire, il a fallu le déplacer aussi pour des raisons d'espace, le développement de la ville, mais le déplacer dans un quartier de la penderie, où autrefois on pendait les gens, où il y avait les fourches patibulaires. Et donc on a parlé de l'exil des morts, des pauvres morts déplacés ici, et puis, le cimetière s'est fait. La maison du gardien, l'administration, autrefois était en dehors, et peu à peu, ces 20 000, plus de 20 000 défunts ont pris tout l'espace, et la maison est maintenant entourée de tombes. 20 000 morts, 20 000 histoires, où tout se coudoie, la même argile humaine, d'ouvriers, de général, de peintres, de guitaristes, dans toute sa diversité. Le monde est là, avec une rue, la rue de l'égalité, comme dans tous les cimetières, même si elle n'est pas là, parce que les tombes ne sont pas toutes les mêmes, n'ont pas tous les mêmes moyens, mais racontent toujours une histoire. Il y en a beaucoup entre cime et terre, cimetière, cimetière. Alors à la rencontre de quelques-uns de ces destins. Alors il y a cette tombe qui attire beaucoup de visiteurs, beaucoup d'enfants aussi qui demandaient à leurs parents mais pourquoi cet avion ici au cimetière? Et quand on s'en approche, cet avion de marbre a les ailes brisées, on aperçoit aussi une nuée comme une tornade et ça raconte une tragédie, mais avant la tragédie. Ça raconte un épisode héroïque, une histoire d'amitié, une histoire, j'allais dire, de la grande nation française, avec son désir de conquête aérienne, avec de grands raids aériens qui vont voir dans cet avion 3 hommes. Raymond Caillol, c'est lui qui est enterré là. Il avait 42 ans, né à Paris, de famille avéronaise. Son père est conseiller municipal à Rodez, sous la mandature d'Eugène Rinaldi. Et son fils a fait des études brillantes, polytechniques, il est parti dans la marine, on le retrouve directeur des charbonnages en Haute-Silésie, en Pologne. Et puis c'est l'aviation. Il a son brevet de pilote, d'hydravion, et il va rencontrer 2 copains. Un militaire, Léopold Roux, bel homme, yeux clairs, et puis Dodement, Gaston Dodement, un gars d'Angers, 26 ans, qui sera le mécanicien de la grande aventure, faire la première liaison postale entre Paris et Madagascar. Rien que ça, en 1929. Un avion qui n'a rien, pas de sangle de fixation, pas de parachute, pas d'appareil de pilotage, rien. Donc il faut piloter en plein jour, avec 1000 litres d'essence, un rayon d'action de 2000 km, et essayer donc de relier Madagascar en moins de 30 ou 40 ou 50 jours. Essayer de faire un exploit aussi. Et amener le courrier à Madagascar qui est sous protectorat français depuis la fin du 19e siècle. Ils partent de l'aérodrome du Bourget. Je dis bien l'aérodrome. Il n'y a pas d'éclairage. C'est 2 voitures qui à 2 h du matin éclairent ce qui sert de piste. L'avion, 250 chevaux. Un petit monoplan Farman qui est secoué déjà par le vent. Le ministre de l'Air les applaudit avec quelques visiteurs. Et puis on voit cet avion partir. Prochaine escale, l'entrée du Sahara, Colomb-Béchar. Et puis la grande Afrique noire. Le mystère de cette Afrique, de terra incognita. Et les voilà pris dans des tempêtes de sable, dans des tornades, devoir se poser presque à la lisière d'une forêt, rencontrer les populations, parler, dormir, serrer tant de mains, que la nuit, Caillol se voyait en train de serrer sa propre main, repartir le lendemain, refaire le plein d'huile. Et puis, petit à petit, arrivé le 1er janvier 1930, comme un gros hanneton, dans ce ciel qui ne voyait rien d'autre voler que des oiseaux, on voit ces petits avions français qui approchent. Grande frayeur,
grande manifestation des autorités françaises. L'aérodrome de Tananarive va porter le nom de Caillol. Ces 3 hommes vont être acclamés, Daudeman, Caillol, Roux, et puis un peu de tourisme, et une dizaine de jours après, ils repartent. Ils repartent, on suit leur itinéraire, et puis au-dessus de l'ex-Congo belge, ils disparaissent. Le père de Caillol, conseiller municipal, demande à Reynaldi le maire et ministre d'alerter le président de la République, Gaston Doumergue, pour reprendre les recherches. On les reprend. Mais au bout de 2 mois, on n'y croit plus. Mais un médecin français installé dans la région, pas loin de Bapandé, pas trop loin de Brazzaville, va parler d'une population indigène qui raconte qu'un grand oiseau a été frappé par la foudre. Ça l'interroge. On relance les recherches. Et là, en pleine forêt équatoriale. Alors c'est quoi en pleine forêt? C'est une forêt qui fait 100 millions d'hectares. On va, au bout d'un moment, dans des cris de singes et d'oiseaux, retrouver la carlingue, toute noire de la foudre qu'elle a reçue, et les 3 corps. On récupère évidemment les sépultures. Chapelle ardente en Afrique, 162 bougies que la chaleur consumera plus rapidement que la petite flamme du dessus, jusqu'à ce que les corps repartent chez eux. Ici, au cimetière, grande estrade, les autorités nationales et municipales sont là pour rendre un hommage à celui qui, avec ses camarades, sont élevés au rang de la nation, ceux qui ont fait la première liaison Paris-Madagascar. Et quelques mois après, une dame de Haute-Marne, Hélène Boucher, recevra son courrier avec un peu de retard, et au dos, il y aura marqué « Accident, raid aérien de 1930 ». Mais la lettre sera parvenue jusqu'à elle. La mission a été accomplie.